Oh là 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 là. L'avant se lève. Voilà, c'est incroyable. Yeah, look, I ain't about to tell you twice. We on different levels and you better get the balance right. We not eye to eye, we are not alike. You couldn't even be me in another life. Don't hit me on my phone, yeah, I get back when I'm posted. They wanna blackmail cause they see I'm going post. Meilleure accélération qu'un Lamborghini Urus, même couple moteur qu'une Ferrari Portofino avec une vitesse maximum aussi élevée qu'un Porsche Taycan Turbo S. Mais qu'est-ce qu'il arrive à Kia avec ce nouveau Kia EV6 GT équipé d'un moteur de 585 chevaux qui se positionne clairement dans la catégorie des SUV crossover les plus sportifs, thermiques ou électriques confondus. Est-ce que c'est seulement une belle fiche technique ou est-ce qu'il a véritablement les capacités de faire trembler la concurrence? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo. Je vais vous détailler pour y répondre toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées, son comportement routier et je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous mais surtout activez cette fameuse cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. C'est parti. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous ai fait un essai longue distance avec un Kia EV6 standard entre Paris, Bordeaux et Perpignan, aller-retour en 27 heures. J'avais parcouru 2200 km. C'était l'occasion pour moi de vous prouver qu'il était possible de faire de longues distances avec une voiture 100% électrique. Ce nouveau modèle ultra sportif commencera ses premières livraisons début 2023. Il repose sur la plateforme modulaire EGMP. Sachez que le design de cette EV6 GT est inspiré de la nouvelle philosophie de Kia, l'Alliance des contraires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que niveau design, il a vraiment de la gueule. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. On retrouve le même design du capot que le V6 standard. Une calandre nez de tigre, Tiger Nose, comme on dit chez Kia, qui relie les projecteurs avant full LED matriciel avec les feux de route adaptatifs et les clignotants qui sont dynamiques. Ce qui change sur cette version GT, c'est sur le bas du bouclier. On a un design beaucoup plus agressif, encore plus ciselé que la version standard, avec une très grande entrée d'air centrale qui est plus large, avec des volets aérodynamiques actifs et le capteur du régulateur de vitesse adaptatif. Ce qui change aussi sur les extrémités, en bas du bouclier, c'est bien sûr les entrées d'air qui sont factices en noir brillant avec ces petits appendices qui sont bordés de chrome. Sur la partie latérale, jantes de 21 pouces bicolores avec des pneus Michelin Pilot Sport 4S, étrier de frein en couleur vert néon. On a des freins avec des disques d'une taille de 380 mm à l'avant, 350 mm sur l'arrière, 4 pistons à l'avant, un seul piston sur l'arrière. Je vais revenir sur leur efficacité sur la partie de l'essai routier. Encerclement des passages de roues en couleur carrosserie, là on est sur un gris Comet mat qui lui va très bien. Je trouve que c'est la meilleure couleur d'ailleurs sur le V6 GT. C'est assez subjectif mais c'est mon avis personnel. Jupe latérale avec cet appendice qui est en noir brillant, poignée de porte affleurante, ligne de caisse au milieu des portières, ça c'est assez inédit, on le voit souvent au-dessus des portières pour surélever visuellement le centre de gravité de la voiture, mais là pour le coup comme elle n'est pas très haute, ça lui va assez bien. Aussi en noir brillant, les coques de rétroviseur avec répétiteur de clignotant, la caméra juste ici pour utiliser la caméra à 360 degrés, les rétroviseurs sont chauffants et rabattables électriquement. Aussi en noir brillant, encerclement des fenêtres, les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées, on a un montant C assez incliné avec une ligne de toit fuyante, empattement 2,90 m. Il est assez imposant, mais je trouve qu'il y a une chose qui lui va très bien, c'est les jantes et cette couleur. Ça donne un aspect super sportif à une voiture qui, de base, c'est vrai, a pas trop les traits d'une voiture bestiale et rapide, mais là, avec quelques petits détails qui changent, on arrive à transfigurer le look de la voiture. Perso, j'aime bien. Un béquet arrière en deux parties qui rehausse le design et améliore aussi l'aérodynamisme du véhicule. On a ce très large bandeau lumineux à LED, tout comme sur les versions standards d'ailleurs. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'être très audacieux de la part des designers, du constructeur Kia. La trappe pour recharger les batteries du moteur électrique se situe juste ici. Je trouve que de l'arrière, il ressemble à un Aston Martin DBX, ce qui est plutôt un compliment, car le DBX est apprécié pour le design de sa partie arrière. Ce qui diffère par rapport à le V6 standard, c'est le bas du bouclier, qui adopte un dessin plus sportif avec des empiècements en noir brillant. Sachez que vous avez la possibilité d'installer un attelage avec une capacité de remorquage de 1800 kg pour vous recharger. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, vous avez une batterie avec une capacité de 77,4 kWh, tout comme sur le V6 standard que j'avais déjà essayé. Vous avez deux câbles livrés de série, un câble de type 2 et une prise domestique, et en option, vous pourrez opter pour une charge
recharge bidirectionnelle V2D. Le V6 GT a une capacité de recharge de 800 volts et une puissance de recharge de 239 kW. Alors ça vous permet, sur une prise domestique, vous n'allez pas voir la différence, il vous faudra environ 32 heures pour le recharger complètement. En revanche, sur une borne Unity, il vous faudra seulement 18 minutes pour passer de 10 à 80% de charge de la batterie. Pour les plus sceptiques, regardez mon autre vidéo sur le V6 standard, je vous l'avais montré sur pas moins de 15 bornes Unity. En moins de 20 minutes, j'arrivais à passer de 10 à 80% sur l'intégralité des bornes Unity et aussi les bornes Total Energy sur lesquelles j'avais pu me recharger. De série, le V6 GT est équipé de la solution Kia Charge. Ça vous permet d'accéder à pas moins de 46 000 bornes de recharge en France et 365 000 en Europe. À ceux qui ont encore de l'appréhension à passer à l'électrique, vous inquiétez pas, vous arriverez à vous recharger. L'option V2D coûte 1 400 €. Ça signifie véhicule to device. Ça vous permet de redistribuer l'énergie de la batterie du véhicule vers l'extérieur. Donc vous pourrez alimenter via la puissance fournie 3,6 kW, une trottinette ou encore un vélo électrique sans aucun souci. Dans le coffre, sachez qu'il y a un petit compartiment à l'avant qui fait 20 litres seulement. Là, ce sera 480 litres d'espace dans cette configuration. Et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable avec les commandes manuelles qui sont sur les côtés à l'intérieur du coffre, là, vous aurez 1260 litres d'espace. Ouvre-bagages de série sous le plancher du coffre. Vous avez un petit compartiment de rangement. Une prise 12 volts est également présente sur la gauche. L'ouverture main libre du haillon est de série. Et pour le fermer, ça se passera juste ici. Sur ces dimensions, une longueur de 4,70 m, une largeur hors rétroviseur de 1,89 m pour une hauteur de 1,55 m et sur son poids 2260 kg à vide sur la balance. Et oui, c'est une voiture électrique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que est inclus dans cette masse, bien sûr, la batterie qui pèse 486 kg. Donc on peut dire que hors batterie, la masse du véhicule est plutôt contenue. Sous le capot. Alors sachez qu'il y a deux moteurs. Il y a un moteur à l'avant et un moteur sur l'essieu arrière. Ça, c'est le petit coffre dont je vous parlais. Comme vous pouvez le constater, la capacité est assez faible. Alors, lorsqu'on combine la puissance des deux moteurs, celui de l'avant et celui de l'arrière, 585 chevaux, 740 Nm de couple. 740 Nm de couple, les amis. C'est énorme. On a une boîte automatique, monorapport avec réducteur, transmission aux 4 roues. Le 0 à 100 km/h est abattu en 3,5 secondes seulement. Un Lamborghini Urus qui coûte quasi 4 fois le prix en V6 GT, lui, fait le 0 à 100 km/h en 3 secondes 6. Donc le V6 GT est plus rapide, rien que ça. Vitesse maximum 260 km/h, c'est aussi rapide que la voiture 100% électrique la plus rapide aujourd'hui proposée sur le marché, qui est le Taycan Turbo S, et avec peut-être les Tesla modèle S. Mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, c'est le V6 GT qui a la vitesse maximum en 100% électrique la plus élevée avec le Taycan Turbo S. Au niveau de l'autonomie, elle est annoncée à 546 km et en mix 424 km. Alors dans les faits, vous ferez facilement entre 370 et 400 km, preuve en est, et je vous l'avais prouvé encore une fois pour les plus sceptiques, avec le V6 standard qui a quasi la même autonomie que le V6 GT. Il en a un tout petit peu plus, mais la différence est assez faible. Je l'avais fait sur autoroute et même sur autoroute, je faisais facilement entre 350 et 400 km avec une charge complète. Comme quoi, dans un budget assez contenu, je vais y revenir dans quelques secondes, on arrive à faire une voiture aussi performante qu'un véhicule 100% thermique qui coûte 3 à 4 fois le prix. Concernant le tarif, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je présente une voiture avec beaucoup de puissance et des performances de supercar, le tarif c'est toujours le mauvais moment de la vidéo. Bah là, pas du tout. 72 990 €. Je vous mets au défi de trouver une voiture aussi performante avec autant d'équipement et autant d'habitabilité. Vous allez avoir du mal à trouver. La seule option que vous pourrez ajouter, c'est l'option V2D dont je viens de vous parler à 1 400 €. Émission de CO2 0 g par km, forcément c'est une voiture 100% électrique, mais vous ne bénéficierez pas du bonus écologique puisque le tarif est supérieur à 60 000 €. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Beaucoup de place, comme sur la version de le V6 standard. Regardez, je fais 1,88 m au niveau de la garde au toit. C'est parfait, les coudes, c'est pareil. On pourra installer facilement 4 personnes de très grande taille. Il y aura un petit peu moins de place, très logiquement, pour la personne qui s'assiera au milieu. Deux prises USB-C, une prise 230 volts si vous optez pour l'option V2D dont je viens de vous parler, qui est située juste ici. Siège arrière chauffant avec une commande qui est située dans les contreportes, à côté de la commande de lève-vitre. On a une sellerie en cuir avec de la suédine, des surpiqûres contrastées en verre
vert néon qui reprennent la couleur des étriers de frein, spécifiques à la version GT. Un accoudoir central avec 2 portes gobelets, une banquette arrière rabattable en 60-40, avec un dossier qui est inclinable et réglable de cette manière sur plusieurs positions. Ça, c'est assez pratique, surtout lorsqu'on souhaite s'assoupir à l'arrière. On a aussi un puits de lumière avec une vitre de custode. Ça, c'est aussi appréciable dans un environnement et un habitacle assez sombre avec un ciel de pavillon qui est anthracite. Sachez que de série, vous aurez dans les EV6 GT un toit panoramique avec un rideau occultant. Ça, c'est quand même bon à savoir. Autre bon point, ce sont les appuis-têtes. Les appuis-têtes qui sont assez souples à l'arrière du véhicule. Et ça, c'est un bon point, hein, contrairement à certains de ses concurrents qui malheureusement ont des appuis-têtes durs comme du bois. Ben là, c'est pas du tout le cas dans le V6 GT. Des bus d'aération sont présentes juste ici et non au centre, juste à côté de la console centrale. Très belle contreporte, assez minimaliste et moderne, avec de la suédine juste ici, du plastique dur, mais de la feutrine à l'intérieur dans ce rangement. Et puis on retrouve du noir laqué et de l'aluminium qui ajoute beaucoup d'exclusivité, je trouve, à cette EV6 GT. Même design sur les contreportes à l'avant, on a un éclairage d'ambiance à LED qui est paramétrable et ça de série. Système audio surround Meridian à 14 haut-parleurs, vous avez même un ampli externe qui accompagne ce système audio. Seuil de porte avec une finition en aluminium, le pédalier aussi avec cette finition aluminium. Une sellerie GT spécifique avec ses surpiqûres contrastées en vert néon. Les sièges sont plus enveloppants que sur le V6 standard bien sûr, avec des galbes assez marquées sur les flancs, que ce soit au niveau de l'assise mais aussi au niveau du dossier. Mais malgré cet aspect sportif, moi ce que j'ai apprécié c'est qu'il reste confortable. C'est vrai que même les flancs marqués sont extrêmement moelleux, regardez plutôt, hein, même juste ici. Donc on ne ressent pas son corps engoncé dans ce siège à l'aspect très sportif et marqué. L'assise et le dossier pourront vous accompagner dans des trajets de plusieurs centaines de kilomètres sans aucun souci, voire des milliers de kilomètres si vous souhaitez le faire, comme je l'avais fait avec le V6 standard. Équivalent de 111 bouteilles d'eau en plastique utilisées pour l'ensemble de l'habitacle de l'EV6. Sachez que les sièges ils sont issus de plastique recyclé. Réglage manuel des sièges, car on a les sièges baquets sur le V6 et sachez qu'ils sont chauffants de série. Affichage tête haute en réalité augmentée, un volant chauffant gainé en cuir artificiel à 2 branches, avec à l'intérieur de la jante du volant des surpiqûres contrastées qui reprennent ce fameux vert néon. Je viens de vous montrer, tout comme d'ailleurs le bouton GT1 qui est en vert néon. Ça c'est spécifique à la version GT d'ailleurs, et ça vous permet de passer dans le mode de conduite GT. Je vais y revenir plus en détail dans la partie de l'essai routier. Palette de gestion du freinage régénératif et le système iPedal sont aussi présents. À gauche sur le volant, on a le régulateur limiteur de vitesse, le maintien dans la voie, la navigation dans l'écran d'instrumentation. À droite sur le volant, on a l'assistant vocal, la gestion des playlists, le réglage du volume audio, la touche favori et celle pour gérer vos appels téléphoniques. Ici, le sélecteur des modes de conduite en bas à gauche avec les modes éco, normal, sport et le mode GT qui est sur la droite. Perso, je suis pas très fan du volant, je suis plus fan des volants à 3 branches, vous commencez à me connaître, mais les petites touches sportives avec le bouton GT et l'intérieur de la jante du volant avec les surpiqûres contrastées apportent un peu plus de sportivité au dessin de ce volant. Combiné d'instrumentation 100% digitale et personnalisable de 12,3 pouces, vous avez l'affichage des angles morts de série. Lorsque vous mettez le clignotant, vous avez les caméras à droite et à gauche dans l'écran d'instrumentation. Sur la gauche de l'habitacle, juste ici, vous avez les réglages de la luminosité, l'ouverture de la trappe de recharge, l'ouverture du coffre, le frein de parking et la désactivation de l'ESP. Beaucoup d'aides à la conduite sont présentes. Vous avez l'assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2, plus la conduite dans les embouteillages, la lecture intelligente des panneaux de signalisation grâce à la caméra qui est située en haut du pare-brise, le système de freinage d'urgence autonome avec la détection des piétons, des cyclistes et la fonction intersection et croisement, et aussi la détection de trafic arrière avec le freinage automatique. Bref, une voiture ultra à la page en termes de technologie et d'aide à la conduite. Un rétroviseur central électrochrome, boîte à gants très spacieuse avec une contenance de 10,5 litres. Ça, c'est une bonne chose. Souvent, on se plaint des boîtes à gants qui sont pas assez grandes. Là, vous allez être servi. Un tableau de bord avec des inserts métallisés. Un écran d'infodivertissement tactile de 12,3 pouces qui est tourné vers le conducteur avec le système de navigation et le Kia Connect. Ça, c'est offert pendant 7 ans d'ailleurs, sachez-le. Vous avez donc un double écran incurvé qui comprend à la fois l'écran d'instrumentation mais aussi l'infodivertissement. Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle à distance. Vous avez l'Android Auto et l'Apple CarPlay de série, la caméra 360
360 degrés, hein, bien sûr. Lorsque vous allez par exemple activer la marche arrière, vous avez la vue aérienne et vous voyez ce qui se passe tout autour de votre véhicule. Juste en dessous, on a les aérateurs de climatisation avec le warning au centre. La climatisation automatique bizone est de série. L'écran est tactile, juste ici, pour les réglages de la climatisation et la navigation dans l'écran d'infodivertissement. Donc vous changerez les modes de cette manière. C'est super intuitif en plus et je trouve que le display est assez sexy. 2 prises USB-C sont présentes, juste derrière la console centrale qui est flottante. Vous avez aussi une prise 12 volts présente, une prise USB classique avec un très grand rangement. C'est assez étonnant de voir autant de place à l'avant de l'habitacle d'un SUV de cette taille. Ici, vous pourrez activer le chauffage des sièges et du volant. Là, vous mettrez en route le moteur électrique du véhicule et là, vous avez le sélecteur de vitesse qui est très bien intégré, vous n'avez pas de vieux sélecteur de vitesse, ça c'est bien vu. L'activation de la caméra du parking, vous avez aussi l'auto-hold, là vous pourrez placer votre smartphone pour le recharger par induction. Ici vous avez un porte-gobelet, ici un autre, avec un rangement assez conséquent dans la coudoir centrale. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. On a à l'avant des suspensions indépendantes avec une jambe de force de type McPherson et un double bras inférieur. Et sur l'essieu arrière, on a une suspension multibras. Il faut savoir qu'il y a un système électronique en continu pour gérer l'amortissement qui va s'appliquer en fonction des différents modes de conduite que vous aurez sélectionnés. Donc, lorsque vous allez être en éco ou en normal, là vous allez avoir un roulis qui va être assez réduit avec une agilité qui va être optimale. Et puis lorsque vous allez passer en sport ou en GT, là vous aurez un roulis qui va être encore plus réduit avec une agilité qui sera accrue. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que malgré ce tempérament très sportif et cette motorisation ultra sportive, il ne faut pas avoir peur de le dire, la voiture en mode éco ou normal est super agréable à conduire. Je m'attendais à une suspension trop ferme et en fait pas du tout. On n'est pas non plus sur la suspension d'une voiture de sport pour faire de la piste, il ne faut pas exagérer. Mais lorsqu'on va passer en mode GT, là par contre, il y a une excellente réactivité de l'amortissement et l'amortissement et les suspensions communiquent très bien les aspérités de la route et on se sent en confiance, même dans des virages en compression, comme on a pu le tester tout à l'heure sur circuit. Je vous assure qu'on n'a jamais de mauvais retour, que ce soit dans les suspensions, mais aussi dans la direction qui, elle aussi, est très communicative, même si orientée plus vers le confort que le sport. Mais au final, les accélérations ultra vigoureuses, ce sera pour faire le malin au feu rouge, mais la vocation de la voiture reste tout de même une vocation familiale et fun, et pas trop sportive. On a une direction à crémaillère à assistance électrique asservie à la vitesse, qui a été spécialement calibrée pour le V6 GT, qui lui permet justement une excellente réactivité et surtout une précision de conduite encore améliorée par rapport à le V6 standard. Alors sur route ouverte, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu compliqué de voir la différence sur l'amélioration de cette direction. En revanche, dès qu'on attaque le circuit, on sent bien que la direction a été recalibrée. Les rythmes soutenus sont beaucoup plus appréciés que sur la version standard. Et puis avec cette puissance, il fallait bien adapter la direction à ces prises de vitesse, surtout dans les courbes, qui sont, je vous assure, vraiment très significativement augmentées par rapport au modèle de base. Sur le diamètre de braquage, on est sur 11,9 m. Donc 11,9 m, la voiture, elle n'est pas trop dans son élément lorsqu'on évolue en centre-ville. Là où vraiment elle va se sentir bien, c'est sur le réseau secondaire comme des routes nationales ou départementales comme celle sur laquelle je suis en train d'évoluer, puis aussi et bien sûr sur autoroute. 4 modes de conduite plus un mode personnalisable. Alors les modes de conduite, ils agissent sur le moteur, la direction, la suspension, le différentiel et aussi l'ESC. Le mode éco, mode normal, mode sport et mode GT. Alors la plupart du temps, on est soit en mode éco pour améliorer l'autonomie, soit en mode GT directement, le mode le plus sportif. Et là, je vous assure, la voiture, elle est vraiment transfigurée. Je me plains sur certaines voitures que j'essaie
des modes de conduite qui servent strictement à rien, puisqu'il y a peu de différence entre le mode normal et le mode sport. Là, dans le V6 GT, vous allez être servi. Vous verrez que vous pourrez transformer votre V6 en dragster en appuyant sur ce petit bouton tout en bas à droite du volant, le bouton GT. Et ça, c'est quand même très appréciable, puisque là, immédiatement, on profite des 585 chevaux et des 740 Nm de coupe. Le mode personnalisable, vous y aurez accès en appuyant 2 fois sur le mode GT et ensuite sur Settings. Et là, vous pourrez tout régler, donc moteur, direction, suspension, différentiel et l'ESC. Il y a aussi un mode drift. Ce mode drift, il va transférer la puissance sur l'essieu arrière et sur la roue extérieure au virage pour vous permettre d'entretenir une glisse et surtout de la lancer. Après, ce que j'ai noté avec ce mode, vous pouvez voir en image. Alors c'est assez marrant, c'est de la glisse à la puissance, donc la glisse à l'accélération et non au freinage, comme j'ai pu apprendre avec mon ami Yann Lejosec à ses stages de glisse de Pégase pilotage. Donc c'est appréciable, mais j'ai noté un petit côté on-off. C'est-à-dire que lorsque vous allez appuyer fort pour lancer la glisse, la voiture part d'un coup. Et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai l'habitude de glisser en M2 ou M4. J'arrive à faire des glisses tout autour d'un circuit sans aucun souci. Et là, sur le V6 GT, les premières glisses, je ne les ai pas réussies, ou du moins, je n'ai pas réussi à entretenir la glisse assez facilement. Donc, il y a un petit coup à prendre. Ce qui m'a rassuré, c'est que le pilote de chez Kia a raté 3 fois son drift lorsqu'il a commencé à vouloir nous faire la démonstration. Donc il m'a aussi indiqué que ça nécessitait vraiment une prise en main. Attention à ne pas le faire sur route ouverte, ce sera uniquement sur circuit que vous pourrez lancer ce mode drift. Mais c'est quand même assez marrant de voir sur une Kia un mode pour faire ce genre de figure sur piste, comme quoi il y a une évolution assez marquée de l'image de Kia, tant sur le comportement routier, le design, mais aussi l'esprit qui s'oriente beaucoup plus vers le fun qu'auparavant. Bien sûr, ce mode drift, il peut fonctionner grâce au différentiel ELSD qui va transférer la puissance sur les roues qui ont besoin de motricité. Par exemple, vous allez avoir la puissance transférée sur la roue extérieure au virage. Et ça va vous permettre bien sûr de lancer plus facilement le drift. Donc quoi, aussi la technologie peut apporter de la sécurité, mais aussi du fun. Je vais vous faire une petite accélération en mode GT. Là, je vais avoir toute la puissance. Là, 3 secondes 5, je pense que je vais me faire satelliser dans une Kia. Est-ce que vous êtes prêts? Oh là 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 là. L'avant se lève. Oh là, c'est incroyable. Oh. Ah ouais, ça pousse extrêmement fort. C'est impressionnant. Là, on est sur route fermée, on est sur un circuit. Là, attention, je tiens à le préciser, on n'est pas sur route ouverte, parce que là, j'ai atteint 150 km/h sur une distance assez courte. Là, on va faire 3 tours de circuit. Ils vont mettre un peu de rythme et on va les suivre pour voir ce que ça donne sur le circuit, malgré ce poids de 2 tonnes 2 à vide, je vous le rappelle. Alors, ce qui est étonnant déjà, c'est que le positionnement des batteries crée peu d'inertie par rapport à une voiture thermique traditionnelle du même poids. Et on est souvent surpris par la facilité de la voiture à virer à plat. Ça, c'est quand même un très bon point. Et ce qui est bien aussi, ce sont les relances. La voiture relance mais extrêmement fort. Pas besoin de là de rétrograder ou quoi que ce soit. Vous avez la puissance de manière immédiate, tout le temps. Ça, c'est l'avantage des électriques. Bon, par contre, l'instructeur, il va un peu moins vite que moi. J'espère qu'il va accélérer le rythme dans les prochains virages. Le freinage, ça aussi c'est un excellent point. Moi je le trouve mordant, même si attention, au bout d'une quinzaine de freinages vraiment très appuyés, la voiture va avouer ses limites. Ah ouais, la voiture braque vraiment super bien. Là, on va refaire un deuxième tour. Ah, c'est étonnant parce que les relances, la voiture relance tellement fort, on arrive à faire saturer le train avant, mais le freinage est très mordant. Et surtout, on n'a pas de mauvais mouvement de caisse. Et
Là, je mets quand même la voiture en contrainte, mais la prise de roulis est quasi inexistante. Alors la voiture, bien sûr, lorsque vous allez accélérer à fond, elle peut un peu saturer du train avant, mais rien de dérangeant. On en vient à vraiment oublier son poids. Là, je pense qu'il commence à adopter un rythme un peu plus sportif. Ah ouais, c'est vraiment génial. Allez, là, on va voir s'il arrive à tenir. Et puis même lorsque la voiture survire un petit peu, elle a un comportement qui est super sain. J'aurais jamais cru dire ça à ce rythme-là d'une Kia. Là, il s'est pris le poteau. Et là, on va voir s'il tient. Ouais, bon, là, il est obligé d'un peu freiner. On va faire un dernier tour. En tout cas, le bilan est super positif. Sur le V6 standard, bon, j'avais pas pu vraiment véritablement me faire un avis sur le châssis. Bon, là, c'est chose faite parce qu'on est sur circuit, dans un circuit assez dangereux, très sinueux, sur laquelle on peut vraiment tester les qualités dynamiques de la voiture. Je suis vraiment super étonné des perfs. Je vous assure qu'à mon avis, en montagne, vous pouvez suivre quelqu'un en Ferrari. Peut-être pas une SF90, faut pas exagérer, mais quelqu'un qui roule avec une 430, je vous assure qu'avec un EV6 GT, vous le suivrez sans aucun souci. Oh, le châssis est tellement sain. Même le freinage, il y a une bonne endurance parce que là j'ai mis quand même beaucoup de freins. Là, je vais suivre, on va voir s'il prend. Le comportement routier est bluffant. Pour ceux qui pensaient que ça allait être un pachyderme ultra pâteau, eh bien le V6 GT m'a vraiment prouvé qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, comme on dit en anglais. Il y a aussi la pompe à chaleur éco-énergétique qui va récupérer la chaleur perdue par le système de refroidissement et ainsi vous permettre d'obtenir 80% de l'autonomie que vous auriez avec une température extérieure de 25 degrés, mais ceci à 7 degrés. Donc en gros, lorsque vous allez avoir 7 degrés à l'extérieur, vous aurez 80% de l'autonomie que vous pourriez avoir normalement avec une température extérieure de 25 degrés. Je vous rappelle juste que avec des basses températures, les autonomies de voitures électriques, normalement, peuvent se diviser par 2 lorsqu'on s'approche de 0 degrés Celsius. Et ça sert vraiment parce qu'en plein hiver, au moins, vous allez pouvoir rouler longtemps au volant de votre V6 GT. Il y a aussi le préconditionnement de la batterie. Lorsque vous allez approcher d'une borne de recharge, ce système va chauffer la batterie pour qu'elle ait une température comprise entre 20 et 22 degrés afin d'améliorer le temps de recharge, mais aussi lui permettre de préserver sa capacité à garder de bonnes performances. Bon, le bilan, vous l'avez constaté par vous-même, est plutôt bon, moi je trouve. Dynamisme accru par rapport à la version standard, des performances stratosphériques pour ce niveau de tarif. Ça en est même impressionnant, tant les accélérations et les reprises, et même la tenue de route, parce qu'on pourrait se dire que la voiture n'est bonne que à faire des drag races, et pas du tout, vous l'avez vu sur circuit. Elle a une agilité, un comportement routier très efficace, et ça c'est super appréciable. L'habitabilité intérieure, bon, ça ne change pas par rapport à l'EV6 standard. Aussi bien à l'avant et à l'arrière, on pourra facilement mettre des personnes de très grande taille. Et puis le design, ça vous me direz, c'est quelque chose d'assez subjectif. Le poste de conduite, la planche de bord et l'extérieur de la voiture, surtout avec ses jantes de 21 pouces. Ce qui est important pour Kia, c'est de monter en gamme. Et le V6 GT est le fleuron et le modèle le plus puissant jamais produit et fabriqué par la marque coréenne.
Ils vont petit à petit positionner leur marque un cran au-dessus. Et vous allez voir ce qui va arriver dans les prochaines années. Je pense que vous n'allez pas être déçus, mais c'est surtout la perception des futurs clients qui vont plus sentir au volant d'une voiture bas de gamme, mais véritablement dans une voiture exclusive. C'est ce que font beaucoup de marques aujourd'hui en 2022. C'est difficile à faire, ça prend plusieurs années, mais Kia est en passe de réussir son coup. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Kia EV6 GT. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, pas de bonus écologique puisque son tarif dépasse les 60 000 €. Alors c'est vrai que son tarif peut s'avérer assez attractif si je le compare à des voitures thermiques avec des performances équivalentes. En revanche, par rapport à des voitures électriques, il se situe dans le haut de la fourchette, il faut le reconnaître. Autre défaut, il y a un poids qui est conséquent à cause du poids des batteries, qui se ressent notamment lorsqu'on adopte un rythme soutenu sur des virages où on appuie vraiment le rythme. On a une inertie qui est assez présente, mais de toute façon, on ne va pas changer les lois de la physique. Avec une masse de 2,2 tonnes sur la balance à vide, forcément, lorsque vous adoptez un rythme élevé, vous avez plus d'inertie et une prise de roulis plus importante qu'un véhicule qui pèse seulement 1 tonne. Je vous rassure, il a quand même beaucoup de qualité. Déjà une autonomie satisfaisante, comprise entre 350 et 400 km. On a une puissance de recharge à 239 kW qui est très élevée et qui vous permettra de recharger en moins de 20 minutes, comme je vous l'avais déjà prouvé dans mon essai de l'EV6 standard. Des performances vraiment à la hauteur et même très impressionnantes sur cette gamme de véhicules, puisque là, on se positionne clairement face à des voitures de sport thermique. Et enfin, une chose assez subjective, mais qui m'a pas mal attiré dans cet essai, c'est le design intérieur et extérieur du véhicule que j'ai trouvé très réussi. Dites-moi en commentaire si vous trouvez aussi que c'est le cas. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h. Donc activez cette fameuse cloche de notification et dans les prochaines semaines, je vais diffuser beaucoup de contenu très exclusif comme sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, sur lequel il faut absolument vous abonner les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!